Bonsoir à tous et bienvenue pour ce troisième épisode autour de la Céleste avant France-Uruguay. Alors dans le premier, j'avais évoqué les Charrois, l'origine de ce surnom, la Gara Charrois, ce peuple amérindien que j'avais mis en relief avec l'histoire personnelle d'Edinson Cavani et sa maman. Dans le deuxième, on avait vu ce paradoxe, comme tant d'autres en Uruguay, un pays blanc, puisque 96% de la population vient d'Europe, notamment en Italie et en Espagne, et il est vrai, un peu en Irlande également, et en Europe de l'Est, et les premières légendes du football uruguayen étaient noires. Il y a quand même qu'en Uruguay où tu peux te dire que la merveille noire, le premier Pelé, naît. Ça peut être arrivé qu'à eux. Et aujourd'hui, on va évoquer le Maestro Tavares, le sélectionneur Oscar Washington Tavares, et d'autres choses sur la période plus récente, pour vous montrer que tout connecté. Quand Oscar Tavares arrive, donc c'est en 2006, le football uruguayen est en lambeaux. Est en lambeaux pour plein de choses et notamment pour un des fléaux du football moderne en Amérique du Sud, les empresarios, comme on dit, les agents. En l'occurrence, un certain Paco Casal. Paco Don Casal. Et en fait, Casal, il avait à la fois les joueurs, mais surtout il avait Tenfield. Tenfield, c'est le représentatif des droits de TV. C'est eux qui gèrent tous les droits de TV du football uruguayen depuis Mathusalem et dans beaucoup d'autres régions en Amérique du Sud. Tant et si bien qu'il y avait une influence tentaculaire. Il avait d'ailleurs représenté Tabarez à l'époque, puis les deux ont eu un problème, et Tabarez s'est passé de ses services. Et dans cette génération que Tabarez va utiliser, il va peu à peu se séparer de cette influence de Paco Casal. Et on peut saisir déjà là une certaine ironie et un symbole, c'est que Didier Deschamps, lui, dans les années 2000, il choisit Jean-Pierre Bernès, condamné pour achat de match. Et donc, je veux dire, tu ne peux pas faire pire dans le foot qu'acheter des matchs. Et de l'autre côté, on a Tabarez qui voit justement l'influence néfaste de quelqu'un et qui va s'en écarter le plus possible. Sachant qu'il est obligé de faire avec, puisque Tenfield a les droits TV du football uruguayen. Donc vous voyez déjà, niveau éthique, on est sur deux symboles complètement opposés. Et bref, petit à petit, il va mettre en place ce qu'on appelle le processo. Il va réinventer complètement le football uruguayen. Tant et si bien qu'il va avoir un avant et un après ce monsieur. C'est-à-dire que depuis la sélection des moins de 15 ans, il va avoir une continuité. Je vous avais expliqué qu'il enseigne la lecture, il ouvre des cellules psychologiques en essayant d'informer chaque joueur de ce qu'est le maillot de la Céleste, de ce qu'est cette histoire glorieuse des années 20 et des années 50. Donc il pousse au développement personnel, à la recherche et à la culture de son pays. Dans le processus de la sélection moins de 15 à moins de 20 ne va quasiment pas changer. C'est-à-dire que vous allez retrouver une base de 70% des joueurs au bout. Pour donner un exemple, au Brésil, la sélection moins de 15, la sélection moins de 20, il va peut-être rester 2-3 gars. Ça s'explique notamment au niveau démographique. Le Brésil, tu penses qu'il y a un talent qui naît à quasiment chaque coin de rue. Je rappelle que l'Uruguay, c'est 3 millions et quelques d'habitants. Donc, Tabarez a fait un processus, a fait un chemin en tenant compte de les spécificités uruguayennes, que ce soit ses qualités, c'est-à-dire sa grande histoire, peut-être aussi son orgueil national, son intérieur qui regorge de joueurs de talent. Comme je vous ai dit, c'est ici l'ironie. 95% du football professionnel se déroule dans la capitale, à Montevideo, et la majeure partie des internationaux viennent de l'intérieur, comme on dit, de la province. Et justement, dans l'intérieur, ils apprennent peut-être autre chose, avec des pelouses plus bosselées les unes que les autres, un comble pour un pays sans montagne. Bref, Tabarez s'est servi de tout ça pour arriver à faire quelque chose de cohérent sur la durée, pour maintenir l'Uruguay au top alors qu'ils ont des grandes limites, notamment démographiques et économiques. Le football uruguayen, vous allez quasiment rien gagner. Pour donner un exemple, le premier contrat d'Igo Godin, je crois que c'est 25 $ par mois. Les douches, elles sont pas toujours chaudes. Les pelouses, comme je vous ai dit, c'est une catastrophe. C'est compliqué l'Uruguay. Et c'est vrai que quand Suarez c'est un cas un peu extrême, parce que lui, il vient vraiment de la misère la plus totale d'une famille de Salto qui a émigré à Montevideo, un père qui avait des problèmes de drogue, d'alcool, etc., qui l'abandonne. Bref, Suarez, c'est un cas encore différent. Mais il y a ce fait. Il a fait quelque chose qui correspondait à la psychologie du joueur uruguayen. Et donc, il y a une certaine continuité. Ce sont les mecs qui ont fait le processus de la sélection jeune qui vont ensuite, en théorie, être favorisés et arriver dans la sélection A. Tant et si bien qu'il n'y a pas eu tellement de changements, et c'est d'ailleurs un des reproches qu'on peut faire à Tabarez. D'autres vont dire que le style de jeu n'est pas assez aventurier, etc. Mais il y a une logique de groupe et les jeunes arrivent très progressivement. Et quand le jeune arrive, il va être mis en chambre avec, comme on appelle, un referente, un référent. Donc, il s'est notamment servi de plusieurs personnes, d'Andrés Scotti et les deux Diego, Lugano et Forlan, et également le Loco Abreu, le grand attaquant qui joue toujours à quasiment 42 ans. Et ces mecs-là, ils avaient quelque chose, une personnalité. C'est vrai que Tabarez, c'est aussi lui qui a inventé, qui a poussé pour la construction d'un complexe spécialement dédié à la performance d'élite du football uruguayen, qui est à la fois un lieu de vie, de terrain d'entraînement, et surtout pour les concentrations. Et donc aujourd'hui, les joueurs dorment là-bas et tout, c'est toute une vie qu'il a fait de groupe dans ce complexe.
L'héritage de Tabarez est incalculable, puisqu'il laisse un système qui marche, il va laisser un complexe sportif. Alors on peut se poser la question, derrière quelqu'un d'aussi charismatique, aussi sage, qui pour le remplacer, mais c'est d'autres choses. Aujourd'hui, ce monsieur, peut-être le grand-père préféré des Uruguayens et d'ailleurs, il a plus de 71 ans et il est atteint d'une maladie neurologique. Alors on le voit se balader, déambuler plutôt, avec sa béquille les jours de match, sans trop hausser la voix, même si en lui ça bouillonne, mais il a toujours été sage en promouvant des valeurs de fair play qu'on pourrait rattacher d'ailleurs un peu à Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa qui a accepté, alors qu'il ne donne aucun entretien, d'écrire le prologue d'un livre qui est récemment sorti et qui est consacré au maestro Tabarez. Où d'ailleurs il expliquait, un jour Bielsa donc, est à l'intérieur de l'Uruguay dans un bar. Et il y a une partie de l'Uruguay. Donc il la regarde et il y a 4 tables occupées. Puis Bielsa c'est un mec qui parle beaucoup avec justement le peuple. Et donc ça commence à parler de foot et tout, et bon, le commentateur dit l'Uruguay joue super bien, et Bielsa et les autres disent non, pour nous c'est le gardien et les 2 défenseurs qui font un bon match, le reste ça va pas et tout. Problème, quelqu'un le filme à son insu et ça va sur les réseaux sociaux et tout. Et Bielsa ne critique jamais, que ce soit des joueurs ou un entraîneur sur un compagnon. Et donc le lendemain, il obtient son numéro, il appelle Tabarez pour s'excuser de ses commentaires, il explique donc le contexte et tout ça. Et il parle un long moment avec Tabarez qui lui dit mais non, mais évidemment il n'y a aucun souci, etc. Et les deux partagent, je dirais, ce bon sens commun et l'humilité. L'humilité, je dirais, des philosophes d'Amérique du Sud. On peut rajouter le Colombien Maturana, ces mecs-là qui ont pensé le foot en mettant en avant le contexte social, culturel et historique du lieu où ils sont. Ça, c'est le maestro Tabarez. Et évidemment, comme je dis, c'est appuyé sur certaines personnes, et notamment Diego Lugano. Je vais en reparler parce qu'en fait, Lugano, quand tu comprends qui est ce mec-là, tu comprends comment cette sélection va. C'est-à-dire que Lugano, c'est un des responsables du maté. Ma petite calebasse d'ailleurs, maté adore. Pour tous ceux qui s'intéressent au maté, je vous mets un lien là-dessus, vous allez pour en savoir un peu plus. Et ceux qui préparent le maté en Uruguay, ils ont un rôle aussi dans le groupe. C'est les vétérans souvent de l'équipe. Aujourd'hui, je sais qu'il y a Christian Rodriguez, le Cebolla Rodriguez, qui a joué pour le Paris Saint-Germain. Alors Cebolla, c'est l'oignon parce qu'officiellement, il faisait pleurer les défenses jeunes en Uruguay. Ils ont tous de toute façon un surnom. Et donc ça, c'est important même. On dit ouais, ils ont amené, je crois, 140 à 180 kilos d'herbe à maté quand même en Russie. Bref, il y a aussi la viande, l'assado. Ils font des barbecues de fou, alors que les autres sont en mode diététique et tout. Pourquoi ? Parce que c'est un mode de vie et Tabarez laisse son groupe vivre. Et pareil, le mec qui organise la cuisson, alors il y a Aldo. Aldo, c'est le chef spécial, c'est le cuisinier de la sélection. Et on pourrait dire qu'il connaît pas les joueurs, mais non, c'est tout l'inverse. Il fait ça en plus en accord avec les anciens, les Rodriguez, il y a qui ? Il y a Caceres aussi qui aide maintenant, et Godin évidemment, parce que le capitaine a un rôle qui dépasse sa fonction sur le terrain. En 2011, Lugano, il dit, après un mondial 2010 énorme, il dit moi, ce que je fais, il y a 10% de mon temps, je le passe à balancer des grands pains de vent, et le reste du temps, je place les joueurs, j'organise et je m'occupe de ce qu'il y a en dehors du terrain. J'apporte plus en dehors du terrain que ce que j'apporte sur le terrain. C'est lui qui a formé Diego Godin à être un capitaine, à comprendre ce qu'est d'être un capitaine, d'être un leader. Lui, Lugano, il l'a naturellement. Et Godin l'a un petit peu avec du charisme. Et donc, il l'a préparé. En 2014, Lugano fait le mondial, mais il est un peu blessé et tout. Et donc, il doit céder sa place et son brassard de capitaine. Convoque tout le monde dans le vestiaire et il adoube devant tout le monde son jeune padawan, quelque part, Godin, en disant c'est lui. Et il dit à Godin, sois toi-même. Il l'a préparé avec le maestro Tabarez et plein d'autres choses. Pareil, finale de Copa América 2011. Lugano demande au staff de sortir à un moment donné, parce que c'est les joueurs qui vont parler entre eux. Non, c'est lui qui va parler. Il se met en plein milieu. Ils font un cercle et il leur hurle dessus. Hoy no nos cabe nada. Aujourd'hui, il n'y a rien qui passe. Il attend 5 secondes et il leur redit en hurlant. Hoy no nos cabe nada. Et il continue. Et en fait, cette scène, elle a été filmée par Aldo le cuisinier, parce qu'Aldo est proche des joueurs, et donc ils lui ont demandé. Et quelques mois plus tard, le maestro Tabarez, Aldo lui montre, parce qu'il n'avait même pas vu le sélectionneur. Le sélectionneur ne voit pas la causerie que son capitaine fait juste avant de rentrer en finale de Copa América. Mais tout ça, c'est programmé parce que les deux ont une relation de confiance. Mais c'est ça un capitaine, c'est ça un putain de leader. Et Tabarez dit, il m'a mis les larmes aux yeux, parce qu'il a un discours incroyable. Lugano, on a cette image à Paris, oubliée. C'est pas ça Diego Lugano. Diego Lugano à Sao Paulo, c'est une légende. Et donc, à la fin, pour ce dernier match de sa carrière, les mecs lui font une vidéo et tout. Et le journaliste lui dit, ça t'a ému, etc. Il dit, bah ouais, j'avais les larmes aux yeux et tout. Il lui dit, bah t'as pleuré. Et Lugano lui fait, non, j'ai jamais pleuré devant mes coéquipiers, jamais de la vie. Je suis allé tout seul aux chiottes, etc. pour pleurer, mais il y a personne qui me voit pleurer. Parce que sur le terrain, c'est pas comme ça. Lugano, c'est un mec en plus émotif. Mais il a une force de caractère. Et vraiment, en fait, il a formé tous ces mecs-là. Les Cavani, les Suarez, ils ont été formés. Un mec comme Suarez, il doit beaucoup
Au Loco Abreu, le mec, je vous dis, 42 ans, il joue encore. Grand attaquant, le piqué en 2010 contre le Ghana, c'est le Loco Abreu. Et Abreu, il avait le 13 au national, un des très grands clubs uruguayens. C'était l'idole de Suarez. Suarez voulait faire comme Abreu. Et donc quand Abreu part, il prend le numéro 13. Il met pas un but en 6 mois. C'est comme s'il se mettait trop de pression, le costume était trop grand. Donc ils ont parlé et tout, et Abreu la raconte souvent. Et quand Suarez change de numéro, prend le 9, il commence à marquer de fou, et finalement il va partir en Europe. Alors c'était pas lui qui était destiné à partir en Europe. Mais c'est un référent, Abreu. C'était peut-être pas le meilleur, mais il y avait autre chose. C'est comme aujourd'hui le Cebolla Rodriguez. Ah ouais, c'est pas le meilleur. Mais il y a autre chose. Et Rodriguez, au mollet, bon, il est tatoué de partout. Mais au mollet, vous savez ce qu'il a? Il a le tatouage du Peñarol, le club où il est actuellement. Le mec, il s'est fait tatouer le logo de son club. Moi, j'ai vu ça en Écosse avec des mecs des Rangers, des jeunes. Vous imaginez en France, genre Jérôme Rotten qui se dit amour du PSG. Amour du PSG, je veux bien le croire, hein. Mais c'est pas le même rapport. Vous l'imaginez se faire tatouer sur le corps le logo du Paris Saint-Germain? C'est ça l'Uruguay. Et le Loco Abreu, c'est quelqu'un d'incroyable. Il est tout sauf fou pour jouer encore jusqu'à 42 ans et être performant. Hygiène de vie, professionnalisme, savoir ce que je sais faire, la modestie aussi, même s'il a une grande confiance en lui. Il va jamais s'aventurer dans un truc qu'il ne sait pas faire. Et il y a plein de scènes cocasses, je peux en raconter une avec les Loco Abreu pour vous montrer la personnalité du mec. Donc Lugano en 2011, l'Uruguay remporte la Copa América, le trophée du fair play, c'est Lugano qui l'a. Et Abreu, il dit devant tout le monde, il dit putain, c'est comme donner le prix Nobel à Ben Laden, quoi. Il dit Guerrero, l'attaquant péruvien, on a retrouvé son genou dans le dos, quoi. Parce que bon, voilà, c'est Diego Lugano. Et Abreu, un jour, il est au national, et en fait, donc, il est assez âgé, et en fait, il jouait, son coéquipier, c'était son gendre. Et en fait, il dit à sa femme, il dit putain, et à sa fille, on te paye une école privée, tu parles 4 langues, et le seul truc qui t'arrive dans l'esprit, c'est de sortir avec un mec qui joue latéral. Un latéral. T'aurais pas pu prendre un autre poste. Toi, le mec, je trouve, a beaucoup d'humour. Et donc, un jour, c'est le latéral droit, et il dit moi, je suis au second poteau, donc je le marque et tout. Enfin, il me marque un peu. Et il y a un centre, et il le prend par le cou, il le met jusqu'au point de pénalty, et il lui dit maintenant, si tu vas quand même pas me marquer jusqu'ici, espèce de fils de pute. Le héros des putas a une autre signification que nous, on peut le dire et tout. Mais il ça pour rire, évidemment. Bref, tout ça pour dire quoi? Que l'Uruguay, ce processus a été fait avec des mecs qui sont bigger than life, avec des mecs, c'était peut-être pas des artistes, c'était peut-être pas les meilleurs, même si Diego Forlán, quel joueur, quel esthète, quel gentleman. Mais il y avait autre chose. Et aujourd'hui, cette sélection, on retrouve ça. C'est l'image de Tabarez, c'est l'image aussi d'un pays qui refuse simplement de dire on va perdre ou autre chose. Et je pense que ces mecs-là l'ont fait et ont contribué à ce qu'aujourd'hui tous les jeunes aient cette éducation.